Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Donc bonjour à tous, donc Pierre Leredot, directeur commercial France d'Excel, et je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas Gracieux. Bonjour à tous, Nicolas Gracieux, directeur juridique adjoint d'Excel, et je suis aussi là aujourd'hui pour le travail que j'ai pu accomplir aux côtés du GICAN, du cluster maritime, notamment d'Alexandre Luskevitch et de la DG AMPA sur tout ce qui est réglementation des drones en France et aussi à l'étranger. Donc aujourd'hui, on nous a demandé de dresser un premier bilan opérationnel des différentes activités d'Excel dans le domaine. Donc ce que je tâcherai de faire, donc tout d'abord avec un premier bilan voilà, vraiment opérationnel sur les différentes choses que nous avons pu faire dans tous les domaines. Et comme le droit est le souverain du monde, ben voilà, Nicolas prendra la suite après, puisque comme il a déjà été évoqué par la DG AMPA et par les intervenants de ce matin, méconnaître la réglementation dans notre domaine serait pécamineux, puisqu'on l'a vraiment vu à l'étranger, ça peut être un frein pour l'exportation. D'ailleurs, c'est un des sujets qui n'a pas beaucoup été abordé ce matin dans l'aspect aussi économique, mais l'export, la manière de comment exporter, qu'est-ce que le drone va être, est-ce que ça va être du libre d'export, du double usage ou du matériel de guerre, est un élément à prendre en compte. Donc alors juste parmi les exclusions, voilà, aujourd'hui Excel, vous allez le voir très rapidement, donc c'est une entreprise de 2000 personnes, très présente à l'international. Je passe rapidement, parce que je vois déjà Timothée qui me fait les gros yeux. C'est une entreprise qui a une très forte intégration verticale, voilà, vraiment des composants, de la fibre optique que nous avons dans nos centrales de navigation inertielle, un système complet, voilà, un système de mission complet. On le voit notamment dans la guerre des mines, où on va avoir le drone de surface, les drones sous-marins, et également les capteurs. Voilà. Aujourd'hui, dans mon propos, je ne vais pas vous parler ou assez peu des capteurs, mais effectivement sur les capteurs d'imagerie sous-marine, les capteurs de navigation inertielle, les aspects de communication et de positionnement acoustique. Voilà, sur tous ces domaines-là, il y a des défis derrière, et nous serons prêts avec Nicolas à prendre vos questions au moment de la table ronde. Donc, sur la première partie, donc, un bref rapide aperçu historique. Voilà, Excel, réunion des cas d'X-Blue en 2022, et ben c'était déjà les Polars, un drone qui allait jusqu'à 6000 mètres de fond dans les années 80. Et aujourd'hui, on va venir un peu plus en détail sur nos différentes activités, notamment donc à commencer par la guerre des mines. Donc, quand on parle de défis, Adrien en a très bien parlé. Le premier défi, c'est le système de mise à l'eau de récupération, le SMER, le LARS en anglais, le SMER en français. Donc là, qui est un système qui a été conçu par Naval Group dans le cadre du programme BENL, donc évidemment en coopération avec Excel. Le deuxième défi, c'est la navigation dans des zones en déni d'accès. Donc forcément, le drone il doit être capable de naviguer même sans GPS. L'autre défi, c'est d'avoir un USV, donc un drone de surface, qui est capable de mettre en œuvre un drone sous-marin, donc 100 personnes à bord pour mettre en œuvre l'AUV. On parlait tout à l'heure de navigation sans GNSS, parce que sous l'eau, c'est déjà le cas depuis des années, parce que le GNSS ne passe pas. Donc c'est l'autre défi. Ensuite, tous ces défis, évidemment, d'avoir des capteurs à l'intérieur qui fonctionnent en tout temps, en tout lieu, la transmission des données vers le bateau-mère. Et ensuite, et là c'est ce qu'on va voir après, j'ai beaucoup aimé ce point sur l'humain qui doit rester au cœur du système. Voilà, toutes les décisions de mise en œuvre des vecteurs de classification puis de neutralisation. Donc là, vous voyez le Syscan et ensuite vous allez voir le Caster. Ce sont des mises en œuvre qui sont décidées par un opérateur, puisque l'humain reste et demeure au centre. La vidéo est un peu plus longue. Je vous propose de couper pour tenir le temps. C'est disponible également sur YouTube pour ceux qui le souhaitent. Alors, ensuite, à côté de notre système de guerre des mines, là vous allez voir la famille Drix, donc, qui est une famille de drones de surface, donc, qui a été mentionnée tout à l'heure. Alors, j'ai pas pris le temps de remercier chaque personne qui avait cité Excel au début, mais avec Nicolas, on s'est demandé est-ce qu'on avait besoin d'intervenir cet après-midi. Donc voilà, merci à tous les intervenants. Donc avec ici, vous voyez le Drix O16, donc qui est un drone de 16 mètres de long, qui aujourd'hui, vous le voyez, est à l'eau. Pour l'anecdote, il a été mis à l'eau en mai et en juin, donc en mai 2024, et 2 semaines plus tard, on avait déjà des essais clients.
Alors ça a été permis en fait grâce à tout le rétexte qu'on a avec le petit Drix, le Drix H8, donc qui a été mentionné par le CHOM tout à l'heure, puisqu'il y a une première acquisition en France, voilà, après plus de 7 ans, voilà, le CHOM a été le premier acteur français à acheter un Drix, donc bravo au CHOM. Et là-dedans, juste 2 éléments, parce qu'on lisait tout à l'heure l'importance des chantiers évidemment dans la construction. Donc Excel a la chance d'avoir un chantier de construction navale. Et pour paraphraser Marcel Bloch, voilà, nous on est persuadés qu'un bel USV ça navigue bien. Voilà. Et donc voilà, avoir ce drone qui est beau, c'est pas juste avoir un outil qui est beau à l'œil, mais dans notre conception, ça a été conçu comme étant sans humain à bord. Donc on pouvait s'affranchir de certaines règles. Donc à part si vous aimez le surf, je vous ne conseille pas de monter sur le Drix, mais en tout cas cette forme vraiment très particulière lui permet d'avoir une excellente tenue à la mer. Voilà. Et aujourd'hui, on en a fabriqué un peu plus d'une 30aine d'exemplaires et on a un peu plus de 200 000 heures de mer, mais j'y reviendrai un peu après. Donc voilà, Excel, réunion des cas d'X-Blue, donc c'est aussi les drones sous-marins évidemment, dont on a un peu parlé sur l'aspect guerre des mines. Donc ce sont des drones qui sont capables d'aller de 0 à 6 000 mètres de fond. Ici les A9 à 18, donc jusqu'à 3 000 mètres de fond, avec toutes les problématiques qui ont été évoquées ce matin, de mise en œuvre, de descente en lacet, de calibration des capteurs et d'utilisation des données. Et la 6K, donc le nouveau nom commercial de l'Ulix qui a été évoqué par Yann ce matin pour l'Ifremer, A6K-M dans le cadre de la maîtrise des fonds marins. Alors, pourquoi une planche particulière par rapport aux 2 autres? C'est qu'ici, on vient rajouter encore un défi, qui est le défi du survol, donc qui a été un peu évoqué par Yann, où généralement, en fait, le drone sous-marin, lui, il va avoir une route, il va continuer sa route, mais il ne va pas être capable de s'arrêter pour rester regarder une zone d'intérêt. Et là, ça a été tout l'intérêt des travaux qu'on a menés avec l'Ifremer et qui aujourd'hui servent dans le cadre de la maîtrise des fonds marins. C'est cette capacité supplémentaire à faire du survol pour aller voir une zone d'intérêt qui aurait été identifiée. Donc, si on rentre un peu plus dans les détails, voilà, des bilans et des succès, alors sur l'aspect guerre des mines, je serai assez succinct parce que premièrement c'est moins mon domaine et deuxièmement c'est quand même des sujets sur lesquels en fait nos clients préfèrent en parler et ce sont les meilleurs pour en parler. Mais donc en fait ici beaucoup de succès depuis de nombreuses années puisque Excel c'est pas juste dans le domaine de la guerre des mines le contrat PENL, mais c'est tout un historique, une expérience, voilà, avec les premiers poissons autopropulsés. Je suis certain que dans la salle il y en a certains qui l'ont déjà vu en œuvre et donc c'est vraiment tout ce système, toute cette continuité qui nous ont permis d'aller aujourd'hui jusqu'à un système de mission complet. Dans le cadre du Drix, donc le Drix, c'est plus de 8 années de vente, 8 années d'expérience et 200 000 heures en opération. Effectivement, l'un des défis majeurs aujourd'hui, quel est-il? Eh ben, c'est d'avoir cette permanence à la mer. Et cette permanence à la mer, elle se traduit comment? Il a été évoqué tout à l'heure par rapport au cycle de développement. Il faut être à l'eau tous les jours. Nous, grâce à notre baie de la Ciotat, donc, qui ne figure pas dans la présentation de Timothée de tout à l'heure, il faudra que je vois en interne pourquoi. Et ben, en fait, on a cette chance d'être à la mer chaque jour. Et ça, c'est un retour d'expérience qui est sans commune mesure. Et donc d'avoir aujourd'hui plus d'une 30aine de Drix à l'eau mise en œuvre par nos clients, mise en œuvre par nous, ça nous a permis quand même de dérisquer tout un tas de choses. Et ici, vous voyez, vous pouvez voir voilà, les différents cas d'application. Je m'étends assez peu sur les cas d'application parce que je préfère que nos clients en parlent. Mais voilà, les études halieutiques, évidemment en coopération avec l'Ifremer. Le positionnement d'AUV, de ROV, ça on l'a beaucoup vu, notamment dans le monde de l'offshore pétrolier, puisque justement on évoquait le continuum entre l'AUV pour communiquer avec la surface. Donc ce sont des éléments qu'on a pu faire du coup dans ce cadre-là. Donc tout ce qui va être l'hydrographie, où là Denis évoquait ce matin les différentes missions menées avec le CHOM, avec 1 ou 2 Drix, et donc tous les aspects aussi de sécurisation de route, puisque effectivement un drone Drix, ça coûte quand même beaucoup moins cher
une unité de haute valeur ajoutée, et donc on va pouvoir se permettre de le perdre et de le mettre en avance d'une flotte pour sécuriser une route. Donc dans les quelques exemples marquants, ce matin, Hervé Allaire de Ship as a Service disait qu'il avait pas forcément vu l'intérêt d'un drone de surface aujourd'hui pour ces missions à réaliser. Alors, nous, on l'a vu, parce que dans le cadre d'une mission qu'on a réalisée à Saint-Pierre-et-Miquelon pour rechercher l'épave du Ravenel, on a mis en œuvre le DRIX qui, en moins de temps qu'un bateau conventionnel, a pu acquérir plus de données et surtout qui a été capable en fait d'aller à l'eau dans des conditions plus importantes que là où on aurait pu mettre un navire normal avec un équipage, un peu comme ce que disait Denis par rapport au VH. Voilà. Mais on a beaucoup parlé du système de mise à l'eau de récupération. J'en reparlerai aussi un petit peu après. Mais l'un des éléments pour pallier cela, c'est peut-être d'imaginer aussi les choses de manière un peu différente, de renverser la boîte et de penser aux opérations de port à port. Donc typiquement, c'est ce que nous avons fait dans le cadre des opérations avec l'Ifremer, donc d'Elmoge, donc pour l'halieutique, mais c'est aussi ce qu'on a fait beaucoup dans le cadre des champs éoliens. Et où là, il y a un deuxième élément qui est aussi très intéressant, c'est que dans le cadre des champs éoliens, en fait, vous avez toutes les piles qui sont finalement assez proches. Donc je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion, en étant à La Baule, Piriac, etc., de voir le champ au large de Saint-Nazaire, mais c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. Et donc naviguer sur ce champ en pleine sécurité est assez compliqué. Et donc pour les lignes de survey, pour les rails de survey, en fait, le DRIX a des capacités de manœuvrières sans commune mesure. Et donc ça, c'est aussi un des défis, naviguer dans ces champs éoliens où le DRIX a vraiment performé. Ces opérations de port à port vont nécessiter forcément la question de l'endurance, qui était évoquée ce matin, parce qu'effectivement, tout le temps de transit est un temps qui va être retranché de la partie d'opération. Et enfin, le système de mise à l'eau de récupération, où là, effectivement, nous on est convaincus que finalement, pour faire une analogie avec le monde militaire et le monde du système de combat, c'est la future branche du système de combat. Aujourd'hui, c'est le navire, elle est là. C'est le système de mise à l'eau de récupération, avec toute la complexité de s'adapter à un bateau qui n'était pas prévu pour. Je pense que Denis l'a un peu évoqué par rapport au BHO ce matin, qui n'était pas du tout adapté pour récupérer notre système de mise à l'eau de récupération, donc où on a un système de DDS ou UDS, et donc c'est, pour reprendre une citation de ce matin, c'est pas un sport de masse, mais c'est vraiment un élément primordial. Et donc nous, pour cela, on a développé différents systèmes. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment un système qu'on a travaillé avec Vesdavit, notamment sur le bossoir de Point, pour mettre à l'eau notre DDS, notre système de déploiement de DRIX. Mais effectivement, puisqu'on ne fait pas que du DRIX, mais on met aussi également à l'eau des AUV depuis un bateau-mer. C'est tout ce sujet de cette cage pour récupérer la 18, donc, qui a été expérimenté dans le cadre des missions Calliope, où effectivement, là encore, le retour terrain dans des conditions de mer difficiles sont primordiales. Et là, justement, la dernière mission Calliope qu'on a réalisée en février nous a montré quelques points à améliorer là-dessus. Et pour paraphraser ce que disait Adrien aussi tout à l'heure sur le système agricole, c'est vrai que quand on voit cette cage, on ne se dit pas qu'on est en train de mettre à l'eau quelque chose d'hyper technologique. Mais voilà, Abyssal a expérimenté aussi et le mentionné. Mais voilà, c'est peut-être, ça ressemble peut-être à de l'agricole, mais ça fonctionne. Donc voilà, ne nous embêtons pas. Et je laisse donc maintenant la main à Nicolas. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous, pardon. Donc effectivement, comme disait Pierre-Louis, on parle de défis opérationnels, mais c'est indissociablement, c'est très lié, aux défis réglementaires, puisque ici la technologie a été en avance sur le droit, et après, quand il a fallu penser ces nouvelles règles de navigation des drones, il a fallu s'assurer que ces règles ne viennent pas obstruer, bloquer l'innovation technologique, mais viennent s'assurer que cet ensemble se coordonne de manière intelligente. Alors ça a été un chemin un peu semé d'embûches pour tous les opérationnels. D'abord, il a fallu
fallu commencer à travailler sans cadre réglementaire du tout, s'appuyer sur des cadres contractuels, sur nos assurances. Le monde des assurances maritimes a été fondamental pour permettre aux opérationnels de commencer à travailler dans ce flou juridique des années 2015, années 2010, on va dire. Il a fallu ensuite travailler en étroite relation avec les autorités maritimes, en France comme aux États-Unis, et de faire partie, et je remercie encore les efforts du cluster maritime et du GICAN, faire partie de ces groupes de travail qui nous ont permis de bâtir le cadre réglementaire qui vous a été présenté tout à l'heure, que ce soit la DGA en part en France, aux États-Unis, le groupe de travail Autopoco des gardes-côtes, parce qu'aux États-Unis, ce sont les gardes-côtes fédéraux qui ont ce pouvoir de mettre en place d'un cadre réglementaire qui est encore loin, mais qui va arriver prochainement. C'est un cadre réglementaire très divers. Beaucoup de pays commencent à travailler de chaque côté. France, Angleterre, on en parlait tout à l'heure, mais vous avez aussi les États-Unis, l'Espagne, la Russie, qui a entièrement réformé sa législation maritime pour intégrer les drones et les systèmes autonomes. Pas forcément d'un texte récent en mer Noire, mais quand même ils l'ont intégré dans leur logique. Donc il faut naviguer à travers ce cadre réglementaire très divers et ça a un impact opérationnel très concret pour nous, que ce soit Excel ou d'autres, parce que vous avez des pays qui vont être très réticents à l'utilisation des drones. L'Allemagne, l'Italie posent des réels problèmes opérationnels pour nous. Ça nécessite aussi de coordonner cette diversité réglementaire et en ça le MOU de la MOU MAS-North-Sea qui était évoqué tout à l'heure, est un progrès qui nous permet d'envisager une meilleure collaboration opérationnelle. Mais également, c'est un impact sur le design des drones. Vous avez des pays qui vont imposer d'adapter vos systèmes de communication à leurs exigences locales. Je pense au Japon, par exemple, où nous avons vendu des exemplaires du DRIX. Nous avons dû adapter les systèmes de communication aux logiques locales. Les Britanniques nous imposent aussi de repenser parfois certains aspects de la conception de nos engins pour intégrer leurs exigences tout en s'assurant que cela ne nous mette pas en porte-à-faux vis-à-vis des propres exigences françaises. Donc c'est toute une réflexion juridique et opérationnelle qu'il faut avoir à l'esprit. Et enfin, une question qui doit se poser, qui est le statut juridique des drones militaires, car ça a un impact opérationnel clair. Est-ce que nous devons considérer les drones, que ce soit les USV ou les AUV, comme des navires de guerre au sens du droit de la mer? Ça pose une question fondamentale pour les marines, c'est s'ils sont navires de guerre, ils peuvent bénéficier de l'immunité juridictionnelle, ce qui veut dire que si vous vous retrouvez avec un AUV échoué sur une plage, normalement, il ne pourrait pas être saisi par un autre État puisqu'il serait considéré comme une unité de combat d'une flotte étrangère. C'est une réalité puisqu'en Indonésie, beaucoup d'AUV officiellement inconnus viennent s'échouer sur les plages d'Indonésie. Et donc, ça pose la question de peut-on les saisir, à la fois l'engin et toutes les informations qu'il contient. C'est une question juridique qui n'est pas du tout close aujourd'hui, mais qui reste ouverte et qui montre encore le lien très important qui existe entre défis opérationnels et défis réglementaires. Je vous remercie. Merci beaucoup.